Bonsoir. Aujourd'hui, j'ai été attaqué, j'ai été calomnié, j'ai été même humilié par l'Icarion Rocher. Puis-je laisser passer un tel affront? Vous savez bien que non, et que donc j'ai dû prendre des notes dans mon petit carnet pour réparer l'injustice dont j'ai été la victime. Laissez-moi vous donner un peu de contexte. L'Icarion Rocher, moralisateur parmi les moralisateurs, a fait une petite vidéo montrant comment gagner un débat sur le cinéma. Et dans les commentaires de cette vidéo, que vois-je? Je vois des gens qui disent que cette vidéo parle de moi. Quelle infamie! Ce à quoi l'Icarion Rocher s'est empressé de poster un commentaire et de l'épingler en disant « Je ne vise personne, pitié, monsieur Génocide, pitié, 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 ne me frappez pas !» Il oublie que je suis totalement bienveillant, que je suis contre la violence. Évidemment, tout va bien se passer. Mais vous savez qui nous retrouvons dans les commentaires de l'Icarion Rocher? Nous retrouvons le gargouilleux, l'homme à la laideur immense, le gargouilleux qui a tenté de répondre à ma dernière vidéo sur lui, mais malheureusement a montré un peu toute l'étendue de sa médiocrité, en oubliant bien sûr évidemment de répondre sur tous les points essentiels où il modifie le film pour le faire s'accorder à sa vision. Voilà, bon, il a évité, bon, voilà. Je peux comprendre que la leçon a été difficile à encaisser, monsieur le gargouilleux. Je le comprends. D'ailleurs, l'Icarion Rocher ou bien le gargouilleux, même combat, tous les deux sont des misomuses. Et voici ce que dit le gargouilleux sur la misomusie. On appréciera aussi qu'il utilise le terme de misomusie, donc un terme désuet, un terme qui est très, très peu utilisé. Hein. Ça, c'est le cuistre, hein, le pédant. Ça, c'est un grand truc qu'il aime bien faire, c'est utiliser des mots peu fréquents pour avoir l'air cultivé auprès des cons. Vous sentez un peu comme ça les hésitations, vous sentez qu'il n'est pas du tout sûr de ce qu'il est en train de raconter, parce qu'en fait, il raconte n'importe quoi, il ne sait même pas de quoi il parle. Hein. Alors, désuet, c'est un mot un peu passé, tu vois, un peu vieux, alors qu'en fait, la misomusie, c'est un concept qui a été développé par Kundera en 86 dans l'art du roman. Bon, voilà. Est-ce que quelque chose qui a 35 ans, c'est quelque chose de désuet, de daté? Est-ce que moi, qui dans 3 ans et quelques jours, aurais 35 ans, dois-je m'inquiéter de ma propre date de péremption? Hein? Dites-moi, monsieur le gargouilleux, dites-moi. Mais non, monsieur le gargouilleux, la misomusie, c'est juste un terme qui désigne parfaitement ce que vous êtes. Et je pense l'avoir bien expliqué, c'est-à-dire des gens qui n'aiment pas l'art et qui vont l'utiliser à d'autres fins que le simple plaisir esthétique. Et toi, qu'est-ce que tu prétends faire? Tu prétends faire une analyse politique. On remarquera qu'il dit que je vais faire une analyse politique du film en mettant un extrait où je dis que je ne vais pas faire une analyse politique du film. Alors oui, non, tu peux te dédouaner de ne pas vouloir faire une analyse politique. Bah, tu l'as dit. Nous allons donc nous pencher sur une analyse politique du film de Zack Snyder et d'après le comics d'Alan Moore, Watchmen, Les Gardiens. Serais-tu un menteur, monsieur le gargouilleux? Que dirait Immanuel Kant? Mais revenons à notre misomuse du jour. Assez avec le gargouilleux, assez. Son tour reviendra et vous le savez. Attendez ce jour et chérissez-le. Le misomuse du jour, donc, qui nous fait un peu une Schopenhauer, genre l'art d'avoir toujours raison, genre dénoncer les sophismes et tout, etc. A-t-il lu Schopenhauer? Rien n'est moins sûr. Mais ce qu'il faut bien comprendre, monsieur l'Icarion Rocher, ce qu'il faut bien comprendre, c'est tout simplement, c'est que si jamais tu veux gagner un débat sur le cinéma, il va falloir commencer par parler de cinéma. Prenons un exemple, cher l'Icarion Rocher. Comment est-ce que vous nous parlez de cinéma? Vous avez fait une vidéo sur Split, monsieur l'Icarion Rocher. Split de Night Shyamalan Banane. Très drôle, monsieur. Très drôle. Un humoriste. Un génie. En gros, il va se servir du film pour parler des troubles des personnalités multiples. Et je le remercie d'avoir fait cette vidéo parce que moi, d'accord, quand je vais voir un film d'horreur, j'attends à voir la vérité scientifique comme ça, révélée sous mes yeux. Heureusement qu'il a fait cette vidéo de prévention parce que moi j'étais à ça de croire que les gens qui avaient des personnalités multiples étaient prêts à devenir une bête féroce comme ça et que le seul espoir de l'humanité était Bruce Willis. Bruce Willis, monsieur. Le chauve. On voit bien que tout ça n'est pas sérieux. Et encore avant ça, comment est-ce qu'il parlait du cinéma? Lui, il parlait du cinéma
en nous racontant l'histoire, en nous faisant des blagues. Alors je suis désolé, mais pour ceux qui viennent et qui disent « Ouais, le cinéma, c'est raconter des histoires, et j'adore qu'on me raconte des histoires », c'est juste réduire le cinéma. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Par exemple, Karim Debache faisait ça dans le Crust ou bien dans le Chroma. Il commence sa vidéo par raconter l'histoire, en faisant des blagues, tu vois, on se moque un peu. Et puis après, bon, il va développer un peu plus. Bon, lui, alors je suis pas un grand fan de ses émissions, il le sait. Il a l'avantage de développer ensuite un peu plus. Mais on a des gens qui ne font que ça, genre le Nostalgia Critique, c'est je fais que des blagues, je raconte en faisant que des blagues. Ou même on a l'Odieux Connard, alors je sais pas s'il sévit toujours, mais à l'époque je lisais avec assiduité ses chroniques, où le but en fait c'est de retracer tout le film en dénonçant soi-disant toutes les incohérences avec un maximum de mauvaise foi. Je suis pas en train de te dire que c'est pas drôle, je suis même pas en train de te dire que c'est pas bien. Moi ça me fait rire parfois de regarder le Nostalgia Critique. Et l'Icarion Rocher qui n'a même pas le talent d'être drôle, bah je suis désolé, il ne parle pas de cinéma, donc à quel moment est-ce qu'il peut gagner un débat sur le cinéma si tu ne parles à aucun moment de cinéma? Lorsque tu fais que de parler de morale, hein, mon Dieu, c'est pas bien, regardez comment est-ce que les personnes qui ont des troubles de l'identité, blablabla, ils sont traités dans ce film. Hein, regardez, dans ce film, il y a des incohérences, et en plus, il est sexiste, etc. Bon, on voit bien que ça ne vole pas super haut. Alors, je ne lis pas forcément beaucoup de critiques sur le cinéma. En général, je me contente des cahiers du cinéma. Et lorsqu'ils font une critique, ça leur arrive de faire, tu vois, genre un petit paragraphe pour resituer tout simplement l'intrigue du film. Ok, pourquoi pas. On a parfois besoin de donner des éléments pour que le lecteur puisse comprendre de quoi est-ce qu'on va parler. Parce que le lecteur, lorsqu'il reçoit les cahiers du cinéma, il n'a pas forcément déjà vu le film. Faire de la critique, ce n'est pas juste raconter le film. Alors c'est un écueil dans lequel beaucoup de gens tombent, et dans lequel je suis sans doute déjà tombé maintes fois, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que l'histoire ne va pas chez vous véhiculer d'émotions esthétiques. Et si jamais vous ne me croyez pas sur parole, vous avez raison, je vous invite à regarder un haul de booktubeurs ou de booktubeuses où les filles elles sont là, elles montent leur pile de livres qu'elles viennent d'acheter, elles disent oh mon dieu j'ai fait une folie, j'ai acheté 30 livres ce mois-ci, puis bien sûr sur la miniature elles montrent pas les couvertures histoire que tu cliques pour regarder ce qu'elle a acheté, et puis après pour présenter le livre elle va te lire le résumé, et là tu te dis bah oui bah en fait j'ai pas une émotion esthétique lorsque tu me lis le résumé, je suis pas ébahi parce que tu m'as lu le résumé, je suis pas touché parce que tu m'as lu le résumé. On est d'accord là-dessus, on n'est pas touché parce qu'on lit un résumé. Pour ceux qui vont me dire, oui, mais la 4e de couverture sert juste à donner envie et elle raconte pas toute l'histoire, donc c'est normal qu'on n'ait pas d'émotion. Ben, en fait, sur Wikipédia, il y a des résumés de plein d'œuvres, d'accord? Tu peux prendre n'importe quelle pièce de théâtre un peu classique, t'as de résumés, où il y a tout est détaillé, hein. C'est-à-dire qu'il y a toute l'histoire, mais quand tu vas lire ça, tu vas pas avoir d'émotion esthétique. Et j'ai parfois un peu l'impression que c'est là que ça coince avec certains, avec la littérature par exemple. Parce qu'en fait la littérature c'est pas juste avoir une histoire qui est bien. C'est sûr que si jamais tu dis oh de toute façon j'ai pas envie de lire les frères Karamazov et que donc je vais lire le résumé sur Wikipédia, c'est sûr que tu vas pas avoir une émotion esthétique absolument formidable et que lire le résumé ne va pas forcément te donner envie. C'est pas le but, c'est juste la liste des choses. Et on comprend bien que tout l'intérêt de l'auteur c'est d'avoir cette histoire qui peut être une excellente histoire, hein, mais ça va être de réussir à l'écrire, à la formuler d'une manière qui chez toi va résonner et va t'impacter émotionnellement. En gros, c'est parce que cette histoire est particulièrement bien racontée qu'elle va vous toucher. Et pour faire référence à une de mes anciennes vidéos, j'avais fait une vidéo donc sur le mythe de Médée avec différentes versions du mythe de Médée. Et mon mythe de Médée préféré, c'est celui d'Anouilh. L'histoire est grosso modo la même à chaque fois, mais c'est la manière avec laquelle la raconte Anouilh qui va me parler profondément dans mes tripes. Le fait que j'arrive à m'identifier à ce personnage de Médée, le fait que je comprenne et que je ressente également sa douleur, et que du coup j'ai envie de massacrer mes propres enfants, c'est ça qui fait que j'ai une émotion esthétique incomparable en lisant cette œuvre. Et j'ai beau aimer les autres versions, c'est la version d'Anouilh que je vais préférer au-dessus de tout. Et un autre problème qu'il peut y avoir à trop considérer l'histoire, qu'elle soit stylée ou non, désolé, mais la France n'a pas l'histoire la plus stylée. Et non, ce serait plutôt l'Algérie. C'est bon de couvrir, soit tout free. Viva Algérie. C'est que si jamais tu t'intéresses trop à l'histoire et uniquement à l'histoire, ce qui va se passer, c'est que tu vas être là à hurler au spoiler un peu partout. Sauf qu'en fait, on peut te raconter la fin d'un film, la fin d'un livre, la fin d'une série, la fin de ce que tu veux. Ce qui compte, c'est pas une éventuelle surprise à la fin, un éventuel retournement de situation que n'importe qui lit un peu, qui a vu un peu de film arrivera à prédire. Ce qui compte, c'est comment est-ce qu'on arrive à cette situation-là. Et donc je sais qu'il y a des gens, lorsque je tiens ces propos-là, qui viennent me dire en commentaire « Non, mais pour moi, tu sais, la surprise est vraiment importante à la fin. Moi, il y a des livres ou des séries que j'ai arrêtées parce qu'en fait, on m'a spoilé la fin. » Sauf qu'en fait, j'ai envie de te dire que si jamais t'arrêtes ta série, t'arrêtes ton film, t'arrêtes ton jeu, t'arrêtes ton livre avant la fin parce que tu sais comment ça va se finir, c'est qu'en fait, ton œuvre, elle n'était pas si bien. C'est que tu ne prenais pas un plaisir absolument formidable à lire ce truc.
Parce que sinon, ce qui t'intéresserait, c'est comment est-ce que l'auteur va faire pour parvenir à cette fin, va faire pour l'y amener, et comment est-ce qu'il va faire pour, chez toi, susciter une émotion esthétique. Et c'est à ça que tu devrais t'intéresser si tu t'intéresses vraiment à l'art, c'est comment est-ce que c'est amené, comment est-ce que c'est traité, quelle émotion chez toi ça va chercher à véhiculer, plutôt que de te dire « Ah bah oui, c'est bon, je connais la fin, ça n'a plus aucun intérêt ». C'est-à-dire que tu passes à côté de tout ce que le reste de l'œuvre a à t'offrir. Et ça vaut quel que soit le médium, quel que soit l'art même. Et donc, en fait, tous ces gens qui ne parlent que de l'histoire, qui ne jurent que par l'histoire, ou des gens qui ne parlent que de morale, qui ne jurent que par la morale, ben en fait, tous ces gens-là, ben, ils ne s'intéressent pas vraiment à l'art et à l'émotion spécifique que l'art peut procurer chez ses spectateurs. Ce que vous faites, c'est que vous asservissez l'art à d'autres fins, à des fins politiques, à des fins morales, ou bien juste pour avoir une surprise. Kaiser Soze, c'est le boiteux. Avant qu'on me le reproche, je tiens à dire que moi, je fais exactement l'inverse. D'accord ? Moi, je veux bien assumer toutes les critiques qu'il nous fait, le petit Licarion Rocher. Moi, monsieur, je fais du spectacle. Vous êtes au cirque. Mais mon but, c'est que lorsque j'ai fini mon cirque, que vous alliez lire un bouquin, que vous alliez voir un film. Mon but, c'est de capter votre attention. Alors oui, je donne des petits surnoms à monsieur Licarion Rocher et à monsieur le Gargouilleux, l'homme à la laideur immense. Il dit que c'est pas pourquoi je l'appelle comme ça, mais il sait. Pour que toi, tu aies envie de cliquer avec ton petit doigt, et que tu repartes en disant « Ok, il l'a bien défoncé, mais à côté de ça, j'ai envie de goûter à l'expérience esthétique que me propose, par exemple, un film d'Ozu, ou bien un film de Hong Sang-soo, ou de Keshish, ou de Dumont, ou de Bertrand Tavernier. Je n'asservis pas l'art, j'asservis vos considérations vaines et actuelles au profit de l'art. Mais quoi de mieux qu'un exemple pour vous prouver ce que j'ai à vous dire ? J'aimerais vous parler du film À l'abordage, un film de Guillaume Braque qui va sortir sur Arte le 28 mai. Alors je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, mais le 28 mai 2021, normalement la vidéo sort avant, sur Arte, vous allez pouvoir voir un téléfilm, mais un vrai film quand même, de Guillaume Braque qui s'appelle À l'abordage. Alors Guillaume Braque, juste, c'est un réalisateur qui a réalisé Un monde sans femme, L'île au trésor, Conte de juillet, dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo. Ça s'appelle Pèseras-tu ? Et le film est dès à présent disponible sur le site d'Arte, le lien est en bas. Et il est disponible jusqu'au 26 juin. Et si vous voyez cette vidéo après le 26 juin, une sortie cinéma est prévue. Et je pense qu'il y aura forcément une sortie DVD, ou du moins une sortie en VOD. Donc vous pourrez le voir, il n'y a pas de problème. Au lieu de vous payer un 5e de paquet de clopes, eh bien vous allez voir un film de Guillaume Braque, ce sera bien meilleur pour vous et pour votre santé. Et je vais montrer ce que je viens de dire par l'absurde. Admettons que vous ayez une vision du cinéma qui soit uniquement morale. Comme le Gargouilleux ou l'Icarion Rocher, ce genre de personnes. Des misomuses, monsieur, des misomuses. Vous savez qu'il y a des misomuses de droite et des misomuses de gauche, bien évidemment. Faisons le misomuse de droite. Quel accent allons-nous lui faire pour qu'il soit vexé? Non, mais ça, c'est encore un film pro-métissage, hein. C'est encore un film comme ça qui est là pour nous faire accepter le grand remplacement. Où les Noirs arrivent, ils vont baiser nos petites Baptou à nos petites sœurs. Himmel. De la propagande. Et à côté, on aura le misomuse de gauche, hein, qui va forcément trouver qu'il y a un truc qui va pas. Peut-être du male gaze, hein, peut-être du male gaze, monsieur. Du male gaze. Regardez comme à un moment donné, ce jeune homme, regarde cette jeune fille se déshabiller, la dévore du regard. Mais ça, c'est la pulsion scopique. C'est la pulsion scopique. C'est freudien, monsieur, c'est freudien. Que dirait Iris Bray? Que dirait Iris Bray? Annulez-le, annulez-le. Parce qu'en fait, dès qu'on a un film qui est un peu intelligent, un peu subtil dans son écriture, il y en a qui vont pouvoir s'engouffrer dans la brèche et puis accuser le film de tous les maux. Mais moi, misomuse de droite et misomuse de gauche, je vous vois comme ça. Oh non, t'es avocate fiscaliste? Ouais, et alors, y a quoi? Ah. Je pourrais lui demander de te bouffer, ça me dégoûte. À choisir, je préférais que ce soit toi, hein. Qui me morde. J'aurais trop peur que ça soit contagieux. Ça l'est pas. Non. Mais du coup, t'es de droite? Je vais expliquer pour les gens qui sont un peu mous. Je vois comme ça, comme ce jeune homme, qui est là, qui a une fille qui est belle quand même. Elle est belle. Personnellement, je la trouve belle. Qui lui fait clairement comprendre qu'elle a envie de lui. Et puis l'autre, il est là, non, mais t'es de droite, c'est contagieux. Pitié, non, je veux pas. Non, pas la droite, pitié, non. Alors qu'en fait, on lui demande pas d'approuver ses idées. On lui demande juste de passer du bon temps. C'est pareil avec l'art. C'est pareil qu'avec une jolie fille.
Alors j'espère qu'avec cette vidéo, je ne vais pas donner de la confiture à des cochons, ou bien pire, de l'art à des misomuses. Mais en tout cas, j'ai hâte d'avoir mon topit rouge sur jeuxvideo.com, disant que je prône le métissage, et le long fil sur Twitter, sur tweeter, monsieur. Le long fil de gazouillis, expliquant que je serai un dangereux fasciste élitiste, et que je ne sais pas critiquer Zack Snyder. Terrible. Et pour continuer ma démonstration par l'absurde, si là maintenant je vous résume le film, vous vous doutez bien que vous n'allez pas ressentir une émotion esthétique absolue, mais puisqu'il le faut pour les besoins de la démonstration, je vais m'y atteler, et donc je vous résume le film. Le film se passe dans un futur très lointain, dans un film très lointain où grâce au pass sanitaire, grâce à la vaccination forcée des derniers récalcitrants, Jean-Marie Bigard vacciné de force aux 20h de TF1, après lui avoir promis une caisse de rouge, et donc l'adoption du pass sanitaire, les Français peuvent enfin enlever leur masque et repartir en vacances à plus de 10 km de chez eux. Bravo Macron, bravo! Fous-moi la paix. Et donc ça va raconter l'histoire de deux jeunes prolétaires qui vont partir en vacances dans la Drôme, accompagnés de leur chauffeur Blablacar, un petit bourgeois qui espérait draguer des filles. Et continuer à vous raconter l'histoire serait surtout pas mal chiant, et je vais préférer vous parler de ce que le film raconte et ce que le film va véhiculer comme émotion chez moi. Alors vous me connaissez, j'adore les films de vacances, j'adore les films qui se passent l'été. L'année dernière, mon film préféré était Eva en août, avec une fille qui va traîner à Madrid durant le mois d'août, et qui, au gré de ses rencontres, va tenter de trouver quelqu'un pour lui faire un enfant. Et donc là, on va retrouver encore une fois la même chose, c'est-à-dire un film qui nous propose de vivre ce que c'est qu'un été entre amis, à tenter de draguer des filles, avec toute la gêne, le malaise profond que le spectateur va ressentir, qui va avec. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est de réussir à faire ressentir ce que c'est de cette gêne profonde de voir un mec draguer maladroitement une fille qui clairement n'a pas l'air intéressée, qui clairement s'en fout de lui, qui clairement veut juste qu'il dégage. Genre, voilà, ce mec, c'est l'un des héros du film. Il est impulsif, il est jaloux, il a l'air un peu bagarreur, en tout cas certainement très grande gueule. C'est lui le moteur de l'histoire, c'est lui qui décide d'aller dans la Drôme pour retrouver une fille qu'il vient de rencontrer genre la veille. Et il a décidé, idée totalement saugrenue, de lui faire une surprise. Sauf qu'à me donner la surprise, il faut l'annoncer. Et à votre avis, tu viens de rencontrer une fille, tu la suis à l'autre bout de la France sans lui dire comment est-ce qu'elle le prend, hein? Comment est-ce que pourrait bien le prendre cette fille? Comme ça. Attends, je l'ai quand même pas ici. Attends, si. Mais je comprends pas, t'es arrivé quand? Il y a 1 heure. Mais tu viens comme ça là chez moi sans prévenir. Bah, je suis pas chez toi, je suis à la rivière. Enfin ça va, je suis pas sur les mots, enfin tu vois très bien ce que je veux dire. Je voulais juste te faire une surprise. Et tu comprends que là c'est complètement flippant là ce que tu fais. Bah, je voulais juste te faire une surprise, Alma. Et c'est ça qui est juste fabuleux dans le passage, c'est la tête qu'il fait, la tête avec son visage qui se décompose au fur et à mesure. Le mec, il a bien compris que la fille, elle est pas super contente de le voir, elle comprend pas ce qu'il fait là, et puis qu'elle trouve ça plutôt carrément totalement flippant. Voilà, c'est une réaction tout à fait logique. Et donc oui, c'est le malaise. Et c'est ça que j'adore dans le film, c'est la manière qu'a Guillaume Braque de confronter en fait deux mondes qui ont des codes totalement différents. On a d'un côté les bobos, et de l'autre on a des prolos. Alors en plus, il se trouve que les prolos sont noirs, et là je trouve le traitement de la couleur de peau assez réussi. C'est-à-dire qu'en fait, Guillaume Braque, il va pas essayer de faire un film social comme ça en train de te dire « Oh, regarde, c'est des pauvres noirs, ils sont victimes de racisme, etc. Oh, regarde, je pleure. » Mais il va pas non plus faire comme si leur couleur de peau n'existait pas. Il va y faire une ou deux références. Ça existe. On voit bien qu'ils sont noirs. Les autres personnages du film ont compris qu'ils étaient noirs. Mais ça ne devient jamais le centre du film. Et c'est ça, en fait, le piège. Avec certains films qui veulent trop dénoncer, etc., c'est qu'à un moment donné, ils en oublient tout simplement de susciter des émotions. Ils veulent juste faire une thèse politique, dire « Oh mon Dieu, regarde, c'est raciste. » Sauf que à un moment donné, si t'as plus qu'une belle thèse politique, je suis désolé, j'ai beau aimer lire des essais, la plupart des essais ne véhiculent pas chez moi une profonde émotion esthétique. On se souvient de la phrase de Proust dans Contre Sainte-Beuve, « Chaque jour, j'accorde moins de prix à l'intelligence. » C'est bien ça qu'il faut comprendre. C'est bien d'être intelligent, d'accord, mais il faut que ça passe après l'émotion. L'émotion, l'instinct, les sentiments doivent passer avant l'intelligence. Et donc, comme je le disais, on voit que c'est deux mondes totalement différents et des gens qui ont des codes un peu de princesse. Tu vois que la fille, la Alma, la fille qu'il drague,
qui vient retrouver, tu sens que c'est un peu une princesse, tu vois, genre, oh, je dois mettre la crème pour mon acné avant d'aller me baigner, parce que voilà, tu sens qu'elle est un peu précieuse. Tandis qu'à côté, le mec, il est beaucoup plus brut de décoffrage, il réfléchit pas forcément tout le temps, et il est super jaloux, possessif et impulsif. C'est-à-dire que quand elle va faire sa princesse, genre non, ne me touche pas, oh là, mais non, mais c'est bon, il y a des gens qui nous regardent, je veux rentrer, et ben qu'il essaye de l'attraper, et ben il va lui faire mal, il va la faire saigner. Lorsqu'elle va se faire soigner par un bel infirmier surfeur qui allait surfer au Maroc après avoir fait du stop, et ben le mec il devient juste fou, là tu la tripotes, tu la dragues, c'est moi qui vais le faire. Et tu sens bien qu'en fait ces deux mondes qui cohabitent extrêmement difficilement, qu'elle ne se laisse pas posséder comme lui a envie de la posséder, et qu'avec lui, son numéro de petite princesse précieuse marche plutôt difficilement. Mais le film ne s'intéresse pas à cette simple dichotomie sociale où les riches et les pauvres ne peuvent pas s'aimer. Parce qu'en fait, il y a une relation que j'aime beaucoup, c'est entre Edward et Sheriff, donc les deux autres personnages principaux du film. En fait, on a un prolo et un bourgeois, je vous laisse deviner qui est le prolo, qui est le bourgeois. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils sont tous les deux des galériens, que tous les deux ils ont du mal avec les filles, que tous les deux ils ont des complexes, et que tous les deux finalement ils finissent par se comprendre et ils finissent par développer des liens d'amitié. Et en fait, c'est ça qui est beau dans le film, et c'est ça qui est beau tout simplement avec l'été, c'est le fait que même des gens qui viennent de milieux sociaux très éloignés vont réussir, là, par un certain miracle, à nouer une relation d'amitié. Et j'aime particulièrement donc cette séquence où tous les deux sont là, comme ça, derrière un grillage, en train de regarder leur ami qui est en bas, en train de batifoler. Et le plan est très symbolique, les deux, ils sont derrière le grillage, ils sont comme ça, empêchés d'accéder au cul. On peut difficilement faire moins subtil que ça, mais ça fonctionne vraiment bien, parce qu'en fait, les deux, ils sont là, comme ça, arrêtés dans leur élan d'amoureux transi, par leur propre complexe. Tu la sens, là, la misère sexuelle. Et en fait, le comble, c'est que le film n'a pas forcément beaucoup de personnages, mais il en a quand même quelques-uns, et c'est que tous les personnages, même les personnages les plus secondaires, sont développés. Ils ont chacun un traitement pertinent qui les rend crédibles en tant que personnages, et ça fait que simplement les voir à l'écran, les voir interagir, ça sonne tout simplement juste. Et donc, en fait, j'ai un plaisir immense à voir cette fille trop chiante, donc la Alma, la fille qui est draguée, en train de faire du canyoning et être là, genre, non, mais je peux pas sauter, tu vois, non, c'est pas possible, et puis être là, comme ça, en train d'essayer de se faire dorloter par le mec beau gosse surfeur, pour attirer son attention. Et dans la vraie vie, j'ai vu ça tellement de fois que ça m'a fait immensément rire de voir ça en film. C'est tellement juste parce que c'est exactement ça. Et le point d'orgue de la séquence, c'est qu'il y a sa sœur qui regarde la scène et qui en peut plus parce que c'est sa sœur, elle la connaît par cœur, elle sait qu'elle fait semblant, elle sait qu'elle en rajoute beaucoup trop, tout simplement pour attirer l'attention. Elle sait qu'elle veut juste se faire désirer, elle fait « Mais putain, bordel, tu sautes maintenant !» Qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils... Regarde maintenant, il lui fait un massage, l'autre donjon. Là, arrêtez, calmez-vous là. Il m'en fait tout le temps quand j'ai des crises d'angoisse, c'est rien sexuel. Ouais, quand même. Non, mais en fait, moi, ça me fatigue. Elle fait son intéressante, en fait, elle a juste besoin d'être... Non, mais je la connais par cœur. Oh et Alma, en fait, tu descends. Juste, tu descends, tu sautes. Et c'est tout le plaisir du film, c'est de ressentir des choses qui transpirent le vécu, qui transpirent le vrai. Dans aucun film américain, t'aurais cette séquence-là. Ce serait traité avec un premier degré absolument désolant, où on verrait bien la fille faire semblant avec un petit clin d'œil à la caméra pour que toi, spectateur débile, tu puisses comprendre, et puis finalement elle arrive à attraper le BG, mais vu que c'est le mec qu'elle voulait depuis le début, et c'est son grand amour, et tout finira bien, et c'est trop bien, et il y aura aucune subtilité, parce que là en fait, ce qui est extrêmement cruel dans le film, et ce qui est d'autant plus jouissif pour toi, spectateur, c'est que comme dans la vraie vie, parfois cette petite astuce du non mais je joue la femme faible pour me faire choper, ça marche pas. Cette scène, c'est ma scène préférée du film, je la trouve, mais un délice, un véritable régal. C'est juste après, ils rentrent du canyoning. Donc la fille qui est dehors de la voiture, c'est la fille qui était là, genre, oh ouais, non, mais masse-moi pour que j'arrive à descendre en faisant du canyoning. Et c'est sa sœur qui est à l'intérieur, celle qui lui disait, vas-y, descends. Merci pour cette délicieuse journée. Nicolas, je suis désolé, toi tu restes. Tu me tiens au courant? Quoi, comment ça, je reste? On passe à l'hôpital, je t'invite à dîner. Ah non, mais je dîne avec toi si j'ai envie, en fait. C'est pas la peine de nous faire une heure? T'as cru que ça allait finir comment? Je sais pas, peut-être chacun chez soi, quoi. J'ai pas du tout une Marie couche-toi là, hein. S'il te plaît, on y va. Je t'invite à dîner. Ok, je reste. Je reste et on se voit ce soir ou demain. Ciao. Salut. Est-ce que vous avez déjà vu une scène plus délicieuse que ça, où avec une fille qui a envie mais qui se fait désirer, genre ah non mais tu penses que je vais baiser avec toi, ah non mais je suis pas de Marie, couche-toi là, tu me prends pour qui? Et puis au moment où elle se rend compte que ça va être chiant de continuer ce jeu un peu plus longtemps, elle ferme la porte et clac, elle fait un putain de sourire, moi je vais me faire baiser pas toi, moi je vais me faire baiser, moi je vais me faire baiser pas toi.
Il y a un truc qui se dégage de cette scène, et en fait ça me fait souvent penser à la phrase de Godard quand il dit si vous ne filmez que le visible, c'est un téléfilm que vous faites. Alors là, le film a beau être un téléfilm au sens légal du terme, quoi. C'est un film qui passe à la télé. On sent bien qu'en fait là, il y a quelque chose d'invisible, il y a quelque chose derrière ces images qui fonctionne particulièrement bien, ce qui fait qu'en fait on voit plus que des simples images bêtes de télévision. Il y a un truc, il y a une émotion qui passe. On filme toute la délectation qu'a cette fille à dire, eh ben non, c'est moi qui aime faire baiser, c'est pas toi. D'ailleurs, en plus, ce qui est super marrant, c'est que dans le film après, la fille qui a été éconduite, va essayer de se rabattre sur l'autre mec. Comme dans la vraie vie, vers le choix numéro 2. Et toi, es-tu un choix numéro 2? Et donc en fait, ce côté, genre on va filmer un peu l'invisible, je trouve que Guillaume Braque en parle un peu dans l'interview qu'il a donnée donc au Cahier du cinéma. Parce qu'en fait, il va dire ça. En découvrant les premiers rushs, Arte s'est même inquiété qu'il y ait si peu de gros plans pour un film produit pour la télévision. J'ai compris récemment que capter un moment m'intéresse plus que de filmer une scène. Or, un moment c'est tout, c'est une alchimie entre les comédiens, la lumière, la vie autour. Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'il y ait plus qu'un acteur qui débite son texte devant des jolis effets spéciaux. Il faut qu'il y ait cette connexion alchimique, c'est-à-dire un peu bizarre, un peu magique, pour que tout ça fonctionne. Il y a une question de cadrage, il y a une question de rythme. Et lorsque tu arrives à cet équilibre parfait, tu peux filmer n'importe quoi, ça sera fabuleux. Parce que là, en fait, on a des acteurs qui semblent totalement naturels. On a des situations qui sont tellement naturelles, qui semblent tellement crédibles, qui semblent tellement le vécu, ça transpire la vie, que ça fait juste un bien fou de voir ça. Ça fait juste un bien fou de voir des gens l'été faire des trucs que font les gens l'été, avec la même naïveté, avec la même candeur que s'ils le faisaient en vrai. Et puis, on va pas se mentir, ça me fait un sourire jusqu'aux oreilles de voir le cliché du surfeur là, draguer un peu tout ce qui bouge, et puis de mettre un peu tout le monde dans la merde dans leur plan pour tremper le biscuit. C'est tout ça qui fait que pour moi, ce film est un profond bijou. Tout ça sans l'été, ça le transpire par tous les pores, avec les gens qui ont des complexes physiques, les dragueurs ratés, les dragueurs un peu plus réussis, les dragueurs très réussis, les filles qui se font un peu désirer, les filles qui se font pas du tout désirer. Et là c'est excellent, parce que dans l'extrait que je viens de vous montrer, n'importe quel moralisateur viendrait te dire « Oh non mais voilà, c'est une propagation de la culture du viol, on te fait croire que si elle dit non, en fait ça peut vouloir dire oui. » Sauf qu'en fait on n'est pas du tout dans ce rapport moral-là. On est juste dans une situation totalement banale qui pourrait arriver dans la vie de tous les jours. Où la fille, comme ça, elle a envie de se faire désirer. Et c'est pour ça qu'en fait, vos jugements moraux, ils peuvent pas atteindre l'art. Parce que jamais votre jugement moral ne me procurera l'émotion que me procure cette séquence. La réjouissance profonde que j'ai à voir ça. Et pour continuer mon énumération, dans le film, on voit aussi ces relations qui prennent du temps à se construire. C'est ça, souvent l'été, on a des gens un peu timides, ils se tournent autour un peu au début, et puis finalement ils se rendent compte qu'ils s'intéressent, et puis tout à coup, la fin des vacances arrive, parce que c'est ça qui est fabuleux avec l'été, c'est qu'il a une fin, et s'il y a une fin, c'est qu'à un moment donné, il faut rentrer chez soi, et s'il faut rentrer chez soi, c'est dire que vite, il faut se dépêcher de concrétiser, parce que sinon après, c'est fini, c'est trop tard, et même si vous le revoyez plus tard, ce sera plus la même chose, ce sera plus le même contexte, ce sera plus la même ambiance, vous serez plus dans les mêmes dispositions, et il se passera rien. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est de réussir à retranscrire tout ça. Et il fait ça, Guillaume Braque, avec les différents personnages. Et en fait, il est là, le plaisir de l'art et le plaisir du cinéma. Te faire sentir l'émotion esthétique de ce que c'est que d'être en été. Ces frissons et ces plaisirs estivaux, tout ça, gratuitement, sur ton canapé, sur Arte, le 28 mai, ou dès à présent sur le site d'Arte. Parce qu'il croit que si on parle d'un film, il faut en parler d'une seule façon. En respectant le code, le cahier des charges. Si tu parles d'un film, c'est forcément faire une analyse du film avec la mise en scène et tout. Bon, les intentions de l'auteur, etc. Sauf qu'on peut parler d'un film autrement. Comme ici, par exemple, se servir d'un film pour illustrer une idée, comme si un film devenait en fait un dessin, un schéma, dont on va se servir pour illustrer quelque chose. Si jamais toi t'es un mise-au-muse, c'est pas grave d'être un mise-au-muse, comme ça tu t'éprouves la pulsion, la pulsion d'assujettir l'art à ta morale, à tes dogmes politiques pour illustrer des images et tout, comme un beau petit mise-au-muse, quelqu'un qui ne sait pas apprécier l'art et qui a forcément envie de l'assujettir. C'est ta perte, c'est pas la nôtre. Par contre, vu que tu méprises l'art, faudra pas nous en vouloir, qu'on te méprise profondément. Voilà, donc je dis que je vais pas m'intéresser à la mise en scène, et pour lui c'est de la haine. C'est de la haine de l'art et du mépris de l'art. Mais bien sûr,